La mondaine. Il y en avait des tonnes de chaussures qui voulaient faire carrière. Elle s'imaginait dans la mode, dans le sport, dans les champs et même sur la plage. Elle s'amusait à rêver en oubliant pour certaines de se faire reluire. Elle s'envisageait aux pieds de femmes ou d'hommes dont elle ne verrait même pas le faciès. Mais rêver était leur seule occupation, car elles faisaient partie d'un lot défectueux. Elles étaient parfaites, mais leurs semblables étaient inexistantes. Il y avait eu, à l'usine de montage, un problème dans la confection, et toutes, absolument toutes, étaient gauches. Elles avaient un sourire béat, la satisfaction de voir venir un jour prochain pouvoir fouler les marches d'un podium, le sable d'une plage lointaine, un terrain de foot et pourquoi pas Roland-Garros. L'individualisme n'était pas une chose aisée pour des chaussures. Elles ignoraient au moment où elles pensaient qu'elles devraient se charger seules de leur avenir. Un manquement à cette manœuvre leur aurait paru frauduleux. La misanthropie des concours, matchs et autres épreuves ne devait souffrir d'aucun resquilleur. Les chaussures égayaient leur journée au jeu de mime de leur futur. Le gazouillis de la masse informe faisait polémique. Elles attendaient leur boîte, véhicule nécessaire à leur départ. Certaines se faufilaient devant pour mieux voir si un camion arrivait. D'autres dansaient pendant que l'une d'elles grimpait sur le monticule, avec la pensée affreuse de s'échapper au monde des ténèbres, tel le colonel Chabert. Alors qu'elle foulait les dernières marches composées de godasses à talons compensés, elle se hissa au plus haut, dégringolant, reprenant courage, dans la rage, pour la faire progresser. Écrasant un mocassin, se faisant balafrer par un escarpin, elle fulminait de ne pouvoir aboutir à la consécration qu'elle s'était imposée, juchée là-haut, sur ce promontoire instable. Elle dévala la montagne pour se retrouver tête bêche sur le sol. Mais elles sont folles, se répétait-elle. Comment n'ont-elles pas vu que nous sommes toutes consanguines? La mondaine avait une boucle pour parure, mais elle devrait se servir de cet outil comme bouclier. Elle était noire et brillante. Un talon fin donnait à son style une élégance raffinée, et pourtant, il faudrait se battre. Son talon lui donnerait une arme qui lui serait utile pour fomenter un plan. Sa morphologie lui donnait un avantage. Les babouches et autres pâtes au gaz ne lui seraient d'aucune utilité dans un premier temps. Il lui faudrait composer une armée de rangers et de bottillons. Les ballerines lui serviraient d'appât. Quant aux sandales, elles seraient le modèle de son dessin plus tard. Elle reprit des forces et recommença son ascension vers son nord. Quelle bouillie d'imbéciles! Cette bande de savates n'ira pas plus loin que le bout de leur nez, se disait-elle incrédule. La mondaine n'avait pas besoin d'une brigade de restauration pour cuisiner cet abruti qui leur avait enlevé toute perspective d'avenir, mais d'une armée forte et hostile à toute manœuvre de distraction. Mais pour ce faire, il lui faudrait un allié de poids, pas essentiellement fort, mais subtil, malin. Mais où était donc Cendrillon et sa pantoufle de verre, balayée de son piédestal, oubliée dans la tête des gosses, brisée pour en faire des éclats sanglants quand ceux-ci pleuraient de voir leur amour perdu? Mais que s'imaginait-elle dans leur caboche de galoche, celle-là? Même si elles avançaient par deux, elles retourneraient automatiquement au point de départ, tournant ainsi en rond des lustres. L'avatar ne leur serait permis qu'une fois le scélérat prisonnier, au pilori. Des scènes de combat violents avilissaient sa conscience. L'impartialité de la mondaine pour offrir le combat au chef des armées des petites mains. Elle userait de ce droit, étant la première de la chaîne d'où les lanières de cuir tanné avaient pris naissance. Mais qui était-il, ce nigaud? Un licencié de la SNCF? Celui qui commande des trains plus larges que les voies? Sorti d'une légende urbaine. Il ne manquerait plus que cet idiot existe vraiment.
Ce nigaud s'était-il faufilé dans les méandres de la bêtise humaine pour faire grossir le nombre d'incompétents déjà sur le marché? Les sans-dents ne pourraient pas grincer. Bâillonné par la foudre d'une aventurière, Chamallow avait pourtant été un coussin confortable du temps où Lutèce était royaliste. La mondaine s'égarait, ivre de colère. Elle préparait la revanche. Il fallait qu'elle se calme afin d'utiliser son intelligence pour des opérations constructives. Mais d'abord, prévenir les autres. Mais comment? Elle redoublait d'efforts, persistant dans son idée initiale. Monter sur ce mont Sinaï, utiliser ces ignorants à la fabrication d'une arme redoutable, tel le cheval de Troie. Elle gravissait maintenant les marches avec facilité, forte de sa défaite précédente. Elle bousculait les uns, donnait un coup de broche aux autres, les faisait rouler au mépris des saignées qu'elle fustigeait, aux danseuses, aux baigneuses et autres bourgeoises qu'elle maudissait. « Écoutez-moi ! Êtes-vous si imbécile que vous ne vous êtes pas regardé de près? Mais regardez-vous donc! Ne voyez-vous rien ?» Et une botte l'envoya bouler. « Dégage de là, la châtelaine, tu nous bouscules. Les ballerines sont furieuses contre toi, tu as blessé une enfant. Mais qu'importe une enfant blessée quand il y va de notre mort à tous? Mais que dis-tu là? L'oxygène t'a manqué? Étais-tu au milieu de nous, tous, pour avoir ce anoxié? Vous vous êtes tous égarés. Voulez-vous tous devenir le jouet d'un chien, une semelle à mordiller par ennui d'un canin à qui l'on ment en lui faisant croire que c'est un os? Mes amis, l'heure est grave, mais pas désespérée. Que nous chantes-tu là? Tu blesses une petite et tu nous parles de ton chien? Mais tu es tombé dans la déraison. Parbleu, appelez les secours, l'un des nôtres souffre de malfaçon. Non, rien de tout ça, mes amis. Un mal plus grave encore, une pandémie. Pas de vaccin pour nous. La mort, vous dis-je. Parle, la dingue. Dis-nous ce qui te préoccupe avant que l'on ne te chasse de notre troupeau. Voilà bien la méprise. Vous n'êtes plus des vaches, ni des moutons, mais des chaussures. Mais nous le savons, bouffonne, arrête ton esbrouf. Vous attendez des boîtes qui ne viendront jamais. Pire que des défauts, nous sommes inutilisables. Mortes, vous dis-je. La botte s'approcha de la mondaine, l'enveloppa d'une ombre menaçante. Vous êtes des ahuris ou bien? Se défendit la mondaine, repliée sur elle-même, par peur d'un coup qui la ferait redescendre de là où elle était perchée. Voilà bien une dame qui n'a pas froid aux yeux. Voulez-vous devenir des cendres? Vous vous prenez pour le phénix? La botte semblait en plein questionnement. La mondaine voulait fédérer le groupe à sa propre raison. Elle n'usait pas de son charme, mais de son analyse d'une situation qui échappait à l'assemblée de croûtes qui n'avaient pas d'édile. Enfin, la folle, explique-toi, que diable! Eh bien voilà, notre sort en est jeté. Ah, cela suffit, cesse de nous importuner avec ton babillage incompréhensible. Retourne dans le ventre de la masse qui nous unit. Réchauffe-toi de notre volonté joyeuse de partir conquérir le monde. Mais rien de tout ça n'arrivera, je vous l'assure, car notre destinée est de finir aux ordures. Donnez-moi le tour de vous instruire, et vous ne regretterez pas. Les ballerines arrivaient, sautant avec grâce au-dessus des autres, en poussant des petits cris stridents. « La voilà !» entendit-elle soudain. Un nuage rose l'enveloppa. Les danseuses tournoyaient dans un ballet étourdissant. L'une d'elles portait la petite, qui semblait se réveiller d'un évanouissement fin. « Arrêtez de danser comme des abeilles ivres de pollen, et entendez ce que j'ai à vous dire !» cria la mondaine avec véhémence. « Nenni, dirent les flamants roses en chœur, la solidarité est notre cheval de bataille. Tu as bafoué notre devise. Nos ancêtres te torpilleraient s'ils étaient ici-bas. » Mais bande de godiches, nos ancêtres étaient par paires, et nous, malgré notre nombre, nous sommes seuls à devoir affronter la marche qui nous conduirait vers la félicité. La botte s'était assise pliée en deux. Tout à coup, elle comprit ce que voulait dire la mondaine. « Taisez-vous » persifla la botte. L'escadrille d'ingénus
soufflé par cet ordre brutal, s'envola plus loin, laissant le champ libre à celle par qui le malheur arrivait. Vous prenez-vous pour Zizi Jeanmère ou Roland Petit, à moins que votre narcissisme ne vous ait projeté contre un miroir déformant pour ne pas voir que vos petits pieds? Croyez-vous un jour vous pavaner sur la peau délicate de l'étoile Cendrillon? Avez-vous autant d'assurance au point de croire que vous êtes là, bébé? Croyez-vous sortir des mains créatrices de Rose Repetto? Croyez-vous vous appeler Camille ou Flora? Vous prenez-vous pour des cousus retournés? Les ballerines orchestraient une ronde, nuant leurs rubans de satin, encerclant la petite en chantant des berceuses, ne voulant plus offrir à la folle leurs délicates couleurs. La botte pleurait à gros sanglots. Eh bien, voilà là la meilleure, de me voir affublée d'une bien curieuse armée. Nous sommes fichus, se lamentait la botte. Ah non, vous n'allez pas pleurnicher, mais je rêve. Il faut se sortir de cette impasse. Et pour cela, j'ai un plan. Que dis-je? Un patron. Très bien, la mondaine, je suis avec toi, et nous tous aussi. Souviens-toi de notre devise. Très bien, j'en attendais pas moins de vous. Approchez-vous, que je vous donne les directives pour la construction de notre arme, qui sera redoutable. La mondaine farfouillait dans le bric-à-brac des épaves sur lesquelles elle était montée. Il me faut des peaux souples, du mouton serait parfait. Arrachez 2 fleurs à cette belle sandale. J'ai besoin d'une fermeture, non 2, une grande et une petite. Quant au nez, que pourrait-on prendre pour faire le nez? Les godasses se voyaient dépouillés de leurs ornements sans autre forme de procès. Où sont les espadrilles? J'ai besoin des espadrilles. Défaites vos cordes, que je m'en serve pour coudre l'ensemble. Et ce nez, il vient? Un escarpin se dévêtit pudiquement d'une perle pour l'offrir au groupe qui déjà s'organisait. La mondaine se départit de sa broche pour en faire une aiguille de fortune. Elle cousait, bricolait, fourrait la chose qui prenait forme. Elle mit en place les fleurs, la perle, la petite fermeture éclair qui se mit à piailler dès que la mondaine l'ouvrit. Je vous présente Ouistiti. C'est ça ton plan? Un singe minuscule et ridicule? Non, un prototype, dit la mondaine très fière d'elle. J'en veux 100, non, 1000, 2000 petites mains pour œuvrer à notre salut. Nous ne serons plus des chaussures, mais une armée. Toutes les tatanes s'organisaient. Chacune y allait de sa série d'échantillons. Il émergeait du tas des dizaines de petits singes couturés, certains n'avaient qu'un œil, d'autres avaient 4 mains pour accélérer de rendement. La mondaine ne savait plus où donner de la tête. Elle comptait et recomptait encore. Elle préparait son armée, par ordre de rangement. Les rouges, les verts, les bleus, tous avaient un écusson. Elle en faisait des uns des officiers, des autres, moins réussis, seraient soldats. Les ouistitis sautaient partout, prêts à se battre pour sauver les couleurs des chaussures humiliées. La mondaine était leur dompteur. Le sortilège devait avoir la peau de la crapule qui les avait oubliés dans ce coin. Se cachait-il dans son bureau d'études? La botte donnait un coup de pied au plus lent. Les ballerines s'activaient au transport des marchandises, triant les fleurs, les perles et autres matériaux utiles à la confection des primates. Quand alors qu'elles étaient toutes fin prêtes, la mondaine s'écria. « À l'attaque !